La nuit du 1er septembre 1859, la Terre allait connaître l'éruption solaire la plus violente jamais observée de mémoire d'homme. Les vents solaires allaient être tellement puissants que des aurores d'une luminosité jamais atteinte allaient illuminer la Terre, laissant penser à des mineurs d'or dans les montagnes rocheuses que le matin était arrivé. Plus loin, vers New York, il est tout simplement possible de lire son journal au beau milieu de la nuit, sans autre éclairage que le spectacle du soleil déchaînant l'une de ses pires colères jamais enregistrées. Oui, on parle bien de lire son journal à la lueur des aurores à New York. Car cette même nuit, des aurores seront aperçues jusqu'en Colombie. Mais à l'époque, c'était surtout le réseau de télégraphie qui allait subir la tempête de plein fouet. Avec ses milliers de kilomètres de câbles alors en plein déploiement aux États-Unis et dans le monde, le réseau captera en effet le courant généré par la tempête géomagnétique induite par les aurores et le vent solaire. Et ce ne sera pas que légèrement. Opérateurs qui reçoivent des chocs électriques, pylônes faisant des étincelles. Le plus surprenant reste probablement le fait que certains opérateurs seront capables de continuer à envoyer et recevoir des messages après avoir déconnecté leur batterie pour éviter les surtensions, le courant généré par la tempête suffisant pour les alimenter. D'ailleurs, on estime aujourd'hui que le courant généré était de l'ordre de 100 ampères. Alors, disons-le, si un tel événement venait à se produire aujourd'hui, les conséquences seraient, disons-le clairement, assez difficiles à imaginer. Entre des blackouts, coupures d'internet, des pertes de signaux GPS et un réseau électrique qui en souffrirait probablement énormément, tout récapitulé relève presque de l'impossible. Et le pire, c'est que l'événement de 1859 n'était peut-être pas ce qu'il y a de pire. D'autres du même genre, pour le coup relevant du cataclysme, semblent être survenus de façon à la fois périodique et assez aléatoire dans l'histoire. Mais justement, quelles sont les causes qui provoquent ces colères de notre étoile? Que sait-on sur ces événements capables de plonger l'humanité dans le noir? Quels outils avons-nous pour les prévoir? Et plus concrètement, que risquons-nous réellement? C'est sur tout ceci que je vous propose de faire le point dans cet épisode. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rapidement vous inviter à vous abonner en activant la cloche et vous informer que si vous envisagez un achat de peluches, télescopes, météorites ou autres via AstroShop, vous pouvez passer par le lien en description pour soutenir la chaîne. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je crois qu'il va falloir commencer par une base importante, les éruptions solaires. Bon, alors notez que c'est un peu plus compliqué que ce que je vais dire et qu'il y a beaucoup de subtilités, mais l'idée avec cette petite parenthèse est surtout de vous donner les éléments pour obtenir une bonne vue d'ensemble de ce dont on va parler. Une éruption solaire est, pour le résumer simplement, une éjection de matière de la surface du Soleil, accompagnée d'un flash lumineux assez puissant et similaire aux éjections de masse coronale qui contiennent plus de matière et ne produisent pas de flash lumineux aussi puissant. Leur origine, elle, est en fait assez simple. Généralement proches de la surface, des zones de puissants champs magnétiques apparaissent et disparaissent régulièrement. Si les structures magnétiques les plus puissantes aident à refroidir la surface du Soleil, provoquant les fameuses taches solaires, lorsque le champ magnétique se brise, il va aussi accélérer et expulser la matière, qui n'est alors plus retenue par ce dernier. Si le Soleil émet en permanence un flot de particules, ces événements sont considérablement plus forts et chargés en électrons et protons. Lorsque ces particules chargées arrivent en contact avec le gaz de la haute atmosphère, elles vont alors provoquer un petit éclat lumineux lors de leur collision. Mis ensemble, ces petits éclats donnent alors naissance aux aurores polaires, puisque le champ magnétique de la Terre a pour effet de canaliser ces particules vers les pôles. D'ailleurs, anecdote amusante, mais la première éruption solaire documentée date justement de l'événement de 1859. Et cet événement fut violent. Alors que des taches solaires étaient déjà visibles à l'œil nu, un flash survint brusquement à sa surface et fut observé par deux astronomes amateurs anglais, ce qui a l'avantage que le phénomène, en plus d'être exceptionnel, a aussi été bien documenté et décrit. D'ailleurs, c'est aussi une des seules fois qu'une éruption solaire a été aussi violente, mais bref. Un événement similaire a été observé en 2012 par la mission Stereo, mais sans être dirigé vers la Terre cette fois-ci. Mais les tempêtes solaires ont aussi un autre impact qui nous permet de savoir que nous n'avons peut-être pas connu le pire dans l'ère moderne. Mais j'y arrive.
Car les particules envoyées par le Soleil, en interagissant avec l'azote, vont donner naissance à du carbone 14. Là aussi on va aller à l'essentiel, mais ce carbone 14 se retrouve concentré dans le vivant, ce qui permet d'ailleurs à la fameuse datation au carbone 14, et donc dans les troncs des arbres. Ainsi, en analysant les concentrations de carbone 14 dans les cercles des troncs de certains arbres, cercles qui se forment au rythme d'un par an, on peut s'amuser à repérer des pics d'activité solaire. Et c'est exactement ce que fit Musa Miyake, un physicien japonais, qui fut le premier à remarquer d'étranges pics de carbone 14 dans des pins japonais. Ces pics, dont les découvertes se sont multipliées, ont depuis lors été retrouvés dans les restes d'arbres de plein de périodes différentes, et surtout, c'est là que le bas blesse, récentes. Moins 7176, moins 5259, moins 660, 774, 993, 1052, 1279. Alors je vous l'accorde, il n'y en a pas tous les 2 ans, mais c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, même à l'échelle de l'histoire humaine. Si ces pics restent encore assez mystérieux, j'en reparlerai dans un instant, ils seraient vraisemblablement associables à de gigantesques éruptions solaires qui seraient littéralement plusieurs dizaines, voire une bonne centaine, de fois plus puissantes que celles connues en 1859. Événement de 1859 qui fut d'ailleurs baptisé l'événement de Carrington, du nom de l'astronome amateur qui l'observa, enfin un des deux, mais bref. Le problème, c'est que si la thèse de l'éruption solaire est la seule un tant soit peu compatible avec de tels pics, elle a aussi de lourdes faiblesses. Déjà, ces pics semblent se produire lors de périodes de faible activité solaire, au plus bas dans son cycle de 11 ans. Il y a pire. Ces pics semblent durer parfois plusieurs mois, là où le flot de particules d'une éruption solaire qui frappe la Terre ne dure que quelques heures environ. Pire encore, ces pics pourraient même être, d'une façon qu'on n'appréhende pas encore très bien, liés aux périodes de très faible activité solaire, les minimums solaires, qui bouleversent parfois son cycle pendant des dizaines, voire une petite centaine d'années. Ce sont en fait des périodes où l'activité solaire baisse de façon encore inexpliquée, et met particulièrement longtemps à remonter. Ou alors les périodes que l'on considère d'activité normale sont des périodes de forte activité. Mais bref, pour en revenir à ces fameux pics, on ne peut pas encore écarter d'autres causes terrestres pour le coup. Donc autant vous dire que quand on dit que le Soleil est l'explication la plus plausible, c'est de pas grand-chose, et dans les faits, c'est extrêmement compliqué d'accuser notre étoile. Mais d'un autre côté, le fait est que nous ne connaissons pas encore les mécanismes précis qui régissent les cycles solaires, et pourquoi ces cycles peuvent même parfois sembler s'effacer. En résumé, les événements de Miyake sont un petit mystère. Et s'ils ne sont pas encore obligatoirement associés au Soleil, disons-le, c'est un sujet très étudié et débattu, et cela n'empêche pas non plus de pointer du doigt l'intérêt de surveiller de près notre étoile. Car et sans verser dans la science-fiction digne du film Catastrophe du dimanche après-midi, un événement comme celui de Carrington, qui frappe la Terre toutes les quelques centaines d'années tout au plus, pourrait déjà mettre notre réseau électrique dans un extrêmement mauvais état. Et bien évidemment, les pays dont le réseau est le moins développé, le moins solide et le moins modernisé risqueraient de le subir encore plus de plein fouet. Pour ça, l'observation de notre astre en continu et son étude approfondie pour en comprendre la dynamique sont des éléments clés pour anticiper au mieux un tel événement et, quitte à provoquer des blackouts volontaires, éviter de surcharger les réseaux. Et si vous vous dites que c'est un peu exagéré, il suffit de regarder la tempête géomagnétique de mars 1989 qui priva 6 millions de Canadiens d'électricité pendant près de 9 heures, le temps de tout remettre en état, et déstabilisa une partie du réseau en 90 secondes seulement. Et dites-vous bien qu'elle n'était pas encore énorme comparée à l'événement de Carrington. Ainsi, si nous pourrions probablement anticiper un tel événement avec quelques jours d'avance, entre 1 et 3 le temps que le flot de particules du Soleil qui ne voyage pas à la vitesse de la lumière nous atteigne. Et si les événements de Miyake sont encore à prouver, notre astre du jour n'en reste pas moins, à sa façon, un petit danger. Après, est-ce que ça signifie que si un tel événement se produisait, ce serait la fin de notre civilisation? Non. Est-ce qu'on se battrait dans les rayons d'Auchan pour du papier toilette si des blackouts de plusieurs heures étaient annoncés à titre préventif? Probablement oui. Mais à côté, il faut rappeler que de tels événements ont déjà été monnaie courante dans l'histoire de l'humanité et n'auraient aucun impact direct sur la Terre, si ce n'est sur les grandes installations électriques, et les communications radio, et les GPS, et les satellites en tout genre. Bref, sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.